Jean Bricmont, bonjour. Bonjour Jonathan. Merci d'accorder cet entretien à l'agence Infolibre. Je vous présente brièvement. Vous êtes donc physicien et essayiste, notamment l'auteur du dernier ouvrage que vous avez publié, qui est, ma foi, bien d'actualité, La République des censeurs. Merci. Nous allons donc réaliser cet entretien en 3 parties, avec pour commencer l'Ukraine. Récemment, les États-Unis, qui sont somme toute bien impliqués dans ce dossier par rapport aux événements du Maïdan, etc. On en a déjà discuté ensemble. Récemment, ils ont exprimé la volonté d'armer l'armée ukrainienne avec une aide donc militaire. Suite à cette annonce, il y a eu un effort diplomatique mené par François Hollande et Angela Merkel qui ont amené les accords de Minsk. Est-ce que vous pourriez revenir donc sur ces accords et en quoi est-ce révélateur d'une divergence d'analyse géopolitique? Mais pour moi, l'important des accords, c'est qu'ils soient signés. Et les personnes qui les ont signés sont importantes. Je n'ai aucune illusion sur l'idée que ça va amener la paix en Ukraine. Bien sûr, il va continuer à avoir des violations de ces accords, etc. etc. Mais c'est significatif que des hommes ou des femmes d'État signent ces accords et surtout de voir qui les a signés. Parce que c'est quoi? C'est Hollande et Merkel, Poutine et Poroshenko. Donc l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France. Ce n'est pas l'Angleterre. D'ailleurs, Cameron était furieux. Ce n'est pas les États-Unis. Et ça, c'est très important parce qu'ils ont négocié pendant 16 heures. Donc ça a dû être très dur. Et les accords, manifestement, sur le papier, Poutine était ravi, Lavrov a dit que c'était super, et Hollande et Merkel n'ont pas exprimé de mécontentement. Donc forcément, derrière des portes fermées, il fallait nécessairement que Hollande et Merkel aient fait pression sur Poroshenko pour qu'il signe, sinon il ne signerait pas. Ces accords sont des accords de paix. Bon, alors après, mais ils donnent certaines satisfactions aux rebelles dans l'Est. Bon, évidemment, il y a à boire et à manger, mais je veux dire, si on les lit, c'est clairement une victoire, c'est clairement une satisfaction pour les rebelles et donc par extension pour la Russie. Et si Merkel et Hollande ont signé, c'est qu'ils ont été d'accord avec ces accords et que par conséquent, sinon Poutine aurait été isolé, il était seul contre 3, il ne pouvait pas gagner. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que malgré les déclarations publiques de Hollande et de Merkel, en fait ils veulent la paix. Et ça, c'est un truc que je dis depuis tout. D'abord, une remarque générale sur les hommes politiques. Il faut bien comprendre ça. C'est quelqu'un qui les connaissait de l'intérieur qui me l'a dit, mais c'est évident si on y réfléchit. C'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent en écoutant leurs déclarations publiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous pression. Et quand ils font des déclarations publiques, ils disent toujours ce qu'ils croient être bon pour l'opinion publique. Et pour eux, l'opinion publique, c'est les médias et les intellectuels, etc. Les think tanks et tout ça. Et comme ils sont sous pression de ces gens-là, ces gens-là poussent toujours vers plus de confrontation, plus de guerre, plus d'intervention, etc. Alors, évidemment, ils sont sous pression, mais ça ne veut pas dire qu'en privé, ils ne sont pas nécessairement pour un processus de détente, parce qu'ils se rendent bien compte que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Europe de se mettre la Russie sur le dos et de rattraper l'Ukraine, en plus, entre guillemets, comme cadeau qu'il va falloir sauver de toutes les façons possibles et imaginables. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça, avec la Grèce, avec l'Espagne et tout ça. Donc, ils n'ont pas intérêt à récupérer l'Ukraine et en plus à se mettre la Russie sur le dos, avoir le Mistral, enfin c'était le Mistral, c'est ça, qui ne peuvent pas livrer, etc. Toutes ces sanctions, ça les emmerde. Les Américains apparemment ne respectent pas ces sanctions, enfin les firmes américaines. Donc c'est une histoire où les Européens se faisaient rouler dans la farine par les Américains et moi je pense que ça n'a pas dans la bonne direction parce qu'il y a longtemps que je pense qu'il faudrait un axe, comme on dit, Paris-Berlin, Moscou-Pékin, c'est-à-dire un rapprochement entre les pays eurasiatiques et pas tout le temps l'inféodation aux Américains. Maintenant, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand je parle avec des Russes ou des Chinois, je communique avec eux, je communique en anglais. On ne parle pas russe, chinois, on ne parle pas français, etc. Donc, on ne va jamais être dominé culturellement par des Russes ou des Chinois comme on l'est par les Américains. On ne va pas avoir des McDonald's chinois un peu partout. Et ce serait je veux dire, il ne faut pas imaginer qu'on va être dominé, qu'ils veulent le contrôler, etc. Non, simplement qu'on ait des accords de détente, de co-développement, de paix, etc., plutôt que de suivre une ligne de confrontation, de bellicisme, etc., qui nous vient d'outre-Atlantique et en partie de leurs chers alliés qui sont les Anglais. Et donc, moi je trouve ça une très très bonne nouvelle, mais évidemment il faut voir si ce sera suivi. Mais ça montre aussi
une chose que j'essaie toujours d'expliquer à mes amis, c'est qu'en fait, les capitalistes ne sont pas nécessairement pour la confrontation. Qu'est-ce qu'il faisait à Moscou de Marjorie avant son avion de C-15, le type de Total là? Bon, je ne parle pas de complot, bon, mettons que c'est un accident, c'est pas ça la question. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, si ce n'est à essayer de contourner l'embargo, contourner les sanctions? Moi, je me suis trouvé à côté de Marjorie chez Tadi il y a déjà un certain temps. C'était évident que lui voulait des relations normales avec l'Iran. On va y venir. Mais évidemment, beaucoup de capitalistes veulent des relations normales avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran. Ils s'en font plein les poches. Et c'est une erreur systématique des gauchistes, mais pas seulement d'eux, de croire que c'est le capitalisme, les capitalistes qui veulent la guerre, alors que c'est souvent les droits de l'hommistes, et on y viendra pour le Moyen-Orient, les sionistes et les néoconservateurs qui veulent les confrontations, qui agitent tout le temps ce truc, violation des droits de l'homme, homosexuels, patati patata, mais ils ne vont rien résoudre avec leur situation, leur stratégie de conflit. Et donc, ils ne vont même rien résoudre pour les questions des droits de l'homme, à moins d'envahir le pays, de l'occuper. Ils n'ont même pas arrivé à faire ça en Irak, ils n'ont pas arrivé à le faire en Libye, évidemment, ils n'ont pas le faire en Russie ou en Chine. Donc, la seule possibilité, c'est la détente. Et c'était un truc qui était compris pendant la guerre froide par Willy Brandt, par toutes sortes de gens, par Carter, par toutes sortes de gens relativement éclairés. Dans les hommes politiques, je ne parle pas de l'extrême gauche ou d'intellectuels dissidents et tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est ça la voie qu'il faut essayer de soutenir. Et c'est pas non plus réellement, quand on pense aux militaires, ils sont partagés parce que bien sûr, les militaires, il y en a qui sont forcément militaristes, mais il y en a aussi qui préfèrent jouer au golf dans leur truc et faire semblant, faire des jeux de guerre et tout ça, et pas faire la vraie guerre. Et donc, mais l'armée russe, c'est pas l'armée libyenne ou... Non, en plus, c'est pas l'armée libyenne, et même l'armée libyenne, apparemment, il y avait des contacts entre le Pentagone et Kadhafi ou son fils pour essayer d'éviter une intervention, et c'était Mme Clinton qui poussait l'intervention. Donc, c'est nouveau, des civils, et Mme Clinton, c'est vraiment l'incarnation de ce que j'appelle péjorativement le droit de l'hommisme, c'est-à-dire c'est typiquement quelqu'un qui estime que les États-Unis doivent contrôler le monde, guider le monde, etc., ce qui est aussi un discours qu'Obama tient, que tiennent beaucoup de libéraux. Donc on a deux axes qui sont pour le conflit, les néoconservateurs qui, eux, veulent une puissance américaine et, à mon avis, israélienne sans limite, un rapport de force, et puis les libéraux qui soutiennent aussi le rapport de force, les libéraux interventionnistes, mais au nom des droits de l'homme.